Donald Trump sera-t-il réélu le 3 novembre prochain? Si vous parcourez les médias de la plupart des pays occidentaux, en particulier en Europe, vous verrez que la réponse était très assertive, elle était négative il y a quelques semaines encore, et aujourd'hui encore on vous met en avant quelque chose qui a l'air évident, c'est l'avance de Joe Biden dans les sondages. On lui donne 6, 7, quelquefois 8 points d'avance. Alors en fait, les choses sont évidemment bien plus compliquées dans la mesure où vous savez que l'élection présidentielle américaine, elle ne se joue pas sur un score national qui donnerait une majorité de suffrages, elle se joue sur la capacité des candidats à gagner les États, à obtenir des représentants dans chaque État, c'est-à-dire à faire basculer en arrivant en tête les représentants de chaque État. C'est le principe de celui qui est arrivé en premier empoche la mise, et à partir de là, d'accumuler les délégués pour ce vote indirect qui est l'élection du président américain, à savoir le fait que le président est celui qui a le plus de délégués qui ont été élus par les citoyens des différents États. Et là, quand vous regardez de plus près, vous vous apercevez que le tableau est exactement le même que celui de l'élection de 2016. En 2016, vous aviez une avance d'Hillary Clinton qui allait quelquefois jusqu'à 10 points dans les sondages nationaux. Et puis, vous aviez quelque chose qui était très frappant, c'était une avance très réduite dans un certain nombre d'États quand on regardait État par État. Une fois que vous êtes sorti des grands États, la Californie, l'État de New York, la côte Est de la côte Ouest, vous vous apercevez que la bataille est beaucoup plus indécise entre le candidat républicain et le candidat démocrate. Et il y a même une différence par rapport à il y a 4 ans. C'est le fait que Joe Biden, à la date où nous parlons aujourd'hui, a moins d'avance dans les sondages État par État que ce n'était le cas pour Hillary Clinton encore à la veille de l'élection de novembre 2016. Mais surtout, tous les sondeurs vous le diront, qui sont sérieux et honnêtes, il y a vraisemblablement un biais. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'intention de voter Donald Trump, vous vous méfiez et vous ne le dites pas forcément. Ça peut ressembler un petit peu au phénomène de sous-estimation des scores du Front National ou du Rassemblement National dans les élections françaises, qui a marqué pendant des années les sondages. Mais je crois qu'il faut comprendre le contexte américain très spécifique. Ce contexte américain très spécifique, c'est le fait que depuis l'élection de Donald Trump, les démocrates aidés des médias n'ont cessé de contester la légitimité de son élection. C'est quelque chose d'absolument incroyable, d'absolument inédit dans l'histoire des États-Unis. Par exemple, on n'avait jamais vu un ancien président comme Barack Obama se mêler, comme il l'a fait, de ce qui arrivait à son successeur, et en particulier en encourageant les procès successifs qu'on a voulu faire à Trump, une prétendue collusion avec la Russie, une procédure d'impeachment parce qu'il aurait profité d'informations données par un chef d'État étranger pour mettre en cause le fils de Joe Biden, et d'autres procès qui lui sont faits en permanence. On a essayé de lancer à un moment l'idée qu'il n'avait pas tout son équilibre mental, à d'autres moments qu'il allait être atteint de sénilité, etc., etc. Tout cela, effectivement, a été fait de manière extrêmement violente, continue. D'ailleurs, la plupart des présidents en place se seraient effondrés devant la violence des coups portés en permanence. Il y a même beaucoup plus grave. Personne n'en parle en France. Je n'ai pas vu, à part sur Internet, mais parmi les médias mainstream, on va dire, que l'on ose ou que l'on s'intéresse simplement que l'on ose dire ou que l'on s'intéresse à ce fait, à savoir que l'ancien président Barack Obama avait lui-même autorisé des écoutes pendant la campagne de 2016, quelque chose qui est un scandale de la taille du Watergate, mais que, curieusement, les journaux, à l'époque si désireux de faire tomber Richard Nixon, n'ont pas du tout retourné contre le Parti démocrate et contre l'ancien président des États-Unis. Alors,
il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire cette façon qu'a eu le Parti démocrate, au lieu de s'interroger sur les raisons de sa défaite. Ils avaient une mauvaise candidate, ils n'avaient pas les bons arguments, ils n'ont pas travaillé les bons États, ils ont accepté la coupure de la société américaine, ils ont fait le jeu de la finance beaucoup plus encore que les républicains, ils ont été alliés avec la Chine encore beaucoup plus que les républicains. Tout cela qui explique l'élection de Donald Trump, eh bien le Parti démocrate n'a pas voulu le regarder. Alors Donald Trump, lui, depuis 4 ans, il a avancé malgré les coups. On doit dire que c'est tout à fait remarquable. Je sais que je fais partie d'une minorité, peut-être même d'une minorité absolument infime en France, de ceux qui ne commencent pas par dire du mal de Trump et puis surtout qui ne commencent pas par dire oui, alors on peut ne pas aimer Trump, mais non, je pense qu'il faut reconnaître que Trump est un président de la même carrure que Ronald Reagan, aussi critiqué au départ que Ronald Reagan l'avait été, mais qui changera autant le monde que Ronald Reagan l'avait fait. Et en particulier, j'y faisais allusion tout à l'heure, par le fait qu'il a mis en cause la façon dont l'Occident envisageait les relations avec la Chine. Alors ce président américain si décrié, que certains jugent si vulgaire, que d'autres jugent incapable de comprendre le monde, a à son actif un certain nombre de succès économiques, de succès diplomatiques. Les succès économiques, c'était la relance de l'emploi et la baisse du chômage à des taux pratiquement inégalés dans l'histoire américaine, enfin en dessous de 4% de la population active. Les succès diplomatiques, c'est bien sûr la renégociation d'un certain nombre d'accords de libre-échange avec la Chine ou avec d'autres. C'est aussi la capacité qu'a eu Donald Trump à changer la politique proche-orientale de son pays et en particulier à défendre l'État d'Israël. On peut critiquer, on peut évidemment juger d'une manière ou d'une autre des options de politique étrangère, mais il faut absolument mettre en avant le fait que nous avons un changement important dans la vision que les États-Unis ont d'eux-mêmes. La puissance impérialiste des années Clinton, Bush et Obama redevient une puissance dont l'impératif est celui de la souveraineté nationale et de l'équilibre des puissances. Je faisais allusion à Nixon tout à l'heure, c'est peut-être indirectement un retour à Richard Nixon, sauf que Donald Trump n'a pas la tolérance de Nixon ou l'intérêt de Nixon pour la Chine. Au contraire, il pense qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le premier facteur de déséquilibre du monde. Une fois qu'on a dit ça et qu'on regarde le bilan de Trump, il faut y ajouter bien sûr ce que nous ne comprenons pas très bien en France, mais qui est très important pour l'électeur américain, c'est à savoir le fait que Trump a tenu toutes ses promesses envers le camp pro-life, le camp pro-vie, ceux qui militent contre l'avortement, ceux qui militent contre le transhumanisme. On pourrait dire de façon un petit peu rapide la manif pour tous. Version américaine, c'est un mouvement d'opinion beaucoup plus puissant qui est capable de placer des juges à la Cour suprême, qui est capable d'influencer le Parti républicain durablement et de faire avancer ses convictions et ses intérêts. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, on a normalement tous les éléments pour une réélection de Donald Trump. En tout cas, c'est le pronostic qui a été fait en janvier, au début de l'année. Et puis est venue la crise du Covid. Et puis ensuite, les émeutes liées à la mort de George Floyd. Alors, la crise du Covid, effectivement, elle a beaucoup nui au bilan de Trump dans la mesure où le chômage a grimpé rapidement et où Trump n'avait pas beaucoup de prise sur les décisions des gouverneurs. Quand les gouverneurs étaient républicains, les gouverneurs des États américains, ils ont tâché de trouver un équilibre entre l'exigence sanitaire et l'exigence économique. Quand ils sont démocrates, ça a été un peu comme en France avec Macron, le tout sanitaire, sauf qu'ils n'avaient pas le chômage partiel et que dans ce cadre-là, l'économie a été bien mal en point.
Il semble cependant que la souplesse, la flexibilité de l'économie américaine, qu'on reproche tant à nos amis américains, puisqu'elle n'est pas compatible avec l'État social tel que nous l'avons développé et nous l'avons gardé en partie en Europe et en particulier en France ces dernières années, eh bien il semble que cette économie américaine très flexible, elle soit en train de rebondir. En tout cas, le dernier chiffre, c'est celui du chômage qui est retombé à 8% et qui vraisemblablement va encore chuter d'ici l'élection de novembre. Il se peut donc que Trump rétablisse la situation économique à son profit et contrairement à ce que serinent nos médias, les Américains ne lui imputent pas la faute d'une mauvaise gestion de la crise du Covid, puisque l'on sait très bien qu'il a beaucoup fait pour aider chacun des États américains, pour mobiliser les forces de la nation, et qu'ensuite le différentiel se fait entre les États républicains, où la crise du Covid a été bien gérée, et les États démocrates, où elle a été gérée de manière tout à fait désastreuse. Alors ensuite, il y a eu la crise suite à la mort de George Floyd, suite à la violence d'un policier. C'était au moment où les États-Unis pensaient pouvoir commencer à sortir de la crise, où Trump pouvait se dire qu'il allait pouvoir reprendre les choses en main. Et à ce moment-là, ce qui était effectivement une violence policière est devenu un sujet pour le Parti démocrate et pour toute la gauche idéologique, la gauche racialiste, la gauche les néo-gauchistes, je veux dire, qui ont effectivement décidé d'en faire un thème national pour déstabiliser Trump et expliquer que tout cela était le produit de sa politique. Vous remarquerez un certain paradoxe. Les États-Unis ont eu pendant 8 ans un président noir et la question du racisme ne se posait pas du tout à l'époque. Elle se pose parce que c'est Trump et parce qu'il faut trouver des arguments électoraux. Ensuite, il faut ajouter que les démocrates en ont trop fait et ça s'est vu d'ailleurs, ils ont manqué un tournant. C'est-à-dire qu'à force d'encourager ce qui est une véritable violence d'extrême gauche, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup d'incidents, des émeutes, des pillages, des destructions dans environ 200 villes américaines, puisque là encore, ce n'est pas un sujet qui dépend directement du président des États-Unis, ça dépend des gouverneurs et de la capacité et des maires, leur capacité à engager la garde nationale ou, dans le cas des maires, la police. Eh bien, tout cela, effectivement, a abouti à une situation de chaos et les démocrates, lors de la convention, n'ont rien fait pour dénoncer ce chaos. Ils ont sans doute commis une erreur parce que, on le voit très bien dans les sondages, Trump regagne du terrain progressivement. Il apparaît comme le seul capable de rétablir l'ordre public, de rétablir ce que nous appelons l'état de droit que les anglo-saxons appellent rule of law. Alors, il est bien sûr trop tôt. Il peut y avoir bien des aléas d'ici le 3 novembre, mais tout le tableau que je vous ai dressé semble aller dans une direction. Il y a toutes les chances pour que les Américains donnent une majorité de délégués à la Convention qui élira le président suite aux élections présidentielles du 3 novembre. Il va y avoir encore bien des aléas. Les démocrates qui ne savent plus faire de politique, qui ne savent plus parler du monde, qui ne savent plus faire qu'une chose, c'est dire que tout est la faute de Trump et que si l'on renversait Trump, tout irait bien. Les démocrates vont encore certainement inventer bien des possibilités. On voit déjà comment ils ont recruté des armées d'avocats pour contester le décompte des voix. On imagine très bien que Joe Biden, s'il en a encore l'énergie, puisse mettre du temps à concéder sa défaite. En tout cas, c'est ce que lui a conseillé Hillary Clinton, la très mauvaise perdante de 2016. Cependant, il me semble que la grande force de Donald Trump depuis le départ vient non seulement de sa solidité, de ses capacités d'analyse, de son sens du management et de son instinct politique, mais ça vient aussi du fait que ses adversaires constamment l'ont sous-estimé. Je vais vous dire, je pense que le scénario qui va se produire répétera en grande mesure celui de 2016, précisément parce que aucun adversaire de Trump n'a eu l'intelligence de le jauger à sa propre valeur.
tant que Trump sera sous-estimé, il y a de bonnes chances qu'il gagne. Merci.